Ebola à la porte de Kinshasa. Kinshasa menacé. Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec Dr Joseph Kakisingi qui est avec nous, qui est au niveau de CONAFO, de Conseil national des forats des ONG humanitaires et paix développement en République démocratique du Congo. On parlera de leur 3e symposium, mais aussi de la riposte contre Ebola. Alors, Ebola, c'est ça l'actualité. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on est en train de voir aujourd'hui Kinshasa avec ce transport qu'il y a entre ceux qui viennent de l'Est et ceux qui viennent ici à Kinshasa. Est-ce que vous ne craignez pas aussi la propagation de cette épidémie Ebola? Alors, ce que je veux dire, c'est que nous, comme CONAFOD, nous avons des anticipations dans ce qui pourrait arriver. Donc, on a imaginé des scénarios qui pourraient arriver avec la propagation d'Ebola. Et dans notre scénario, Kinshasa pourrait être une prochaine victime. Kinshasa? Oui. Comment ça? Alors, depuis qu'on a déclaré Ebola, donc deux semaines après la déclaration d'Ebola, nous nous sommes mis en branle avec tout notre réseau de 600 organisations. Donc, imaginez, on a 600 organisations à travers le pays. Et chaque organisation a la moyenne de 15 staff. Donc, on a à peu près autour de 10 000 sources qui peuvent nous informer, qui peuvent nous donner des alertes. Et quand on a commencé à analyser la situation, on a vite compris que la situation n'est pas sous contrôle. Déjà dans les zones de l'Ituri, où cela a commencé, on s'est rendu compte qu'il y avait une forte probabilité que le virus suive des chemins. D'abord vers le nord Kivu, vers le sud Kivu et vers Kisangani. Et une fois que cela arriverait à Kisangani, ça serait une route, un boulevard vers Kinshasa, avec le fleuve et avec des bateaux qui prennent autant de temps sur le fleuve. C'est un moyen de dissémination progressive de Ebola sur tout le long du fleuve. Et ça pourrait disséminer dans les zones profondes et arriver à Kinshasa par plusieurs voies. Et ça pourrait être quelque chose de catastrophique. Et je pense que ce scénario-là n'est pas à exclure ou peut-être qu'il sera en train de se réaliser. Alors maintenant, comment il faut faire pour quand même diminuer un peu le risque? Parce que ici déjà en RDC, il y a plus de 3000 morts et 13 000 cas. Et on n'arrive toujours pas, alors que ça a commencé au niveau des Bungubudio, au niveau de l'Ouganda. Là déjà, ils ont déclaré que c'est la fin, mais en RDC, ça continue. Manque de discipline? Alors, il faut dire d'abord une chose, c'est que nous, quand nous avons commencé nous avons déjà, ça c'est notre 5e document. Document, effectivement. Donc des alertes aux évidences. Comment les acteurs locaux ont anticipé l'évolution de la 17e flambée d'Ebola. Donc c'est le 5e. Nous avons le premier document que nous avions élaboré. On a montré ce qu'on appelait la résistance communautaire. Résistance communautaire. Donc, et nous on disait, il faut aller au-delà. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe et aller au-delà. Et c'était le début. Parce que quand Ebola a commencé, on a concentré tous les moyens sur le traitement médical. Et on a oublié un volet le plus important, qui est le volet communautaire. C'est-à-dire aller couper la chaîne de transmission. Parce que vous voyez, Ebola aujourd'hui, le volet médical s'occupe des conséquences. Donc des personnes déjà infectées, des malades qui viennent pour être soignés, des cas contacts. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Les virus continuent à se propager et on attend les conséquences. Alors que le volet communautaire consiste à mettre en place des mécanismes pour couper la chaîne de transmission. Parce que c'est l'unique façon de rompre la propagation et donc de commencer à raccourcir les délais de l'épidémie et de commencer à diminuer. Aujourd'hui, les chiffres parlent de plus de 3500 cas confirmés et plus de 1700 morts. Oui. Et plus de 13 000, on parle de 13 000 cas contacts. Voilà. Cas contacts. Alors, nous déjà à la 2e semaine, nous avions proposé ce que nous avions appelé l'Alliance locale de lutte contre Ebola, qui en fait est amené à lutter contre cette résistance communautaire et à transformer les communautés en acteurs de riposte. C'est-à-dire aller vers les communautés, faire d'eux des acteurs de riposte contre Ebola et non des gens qui subissent, donc des gens, des bénéficiaires, quoi. Et nous avions proposé des méthodes, par exemple ce qu'on appelle PIFIM, People First Impact Method, qui est une méthode en fait qui consiste à travailler avec les communautés pour déterminer les problèmes avec eux, les amener à une sorte de maïotique, comme on dit. Ils découvrent les problèmes, ils découvrent les solutions,
Et ils trouvent les moyens pour mettre en œuvre ces solutions-là. Et ainsi, ils ne voient plus Ebola comme quelque chose qui est importé, mais ils voient comme un problème communautaire, et la communauté est mobilisée comme un seul homme pour barrer et pour mettre fin. Malheureusement, l'approche communautaire n'est pas assez suivie. Et ça vient dans tous les rapports. Et vous voyez souvent, on dit, les communautés ont attaqué tel convoi, ils ont attaqué tel centre de traitement, parce qu'en fait, c'est comme si on vient implanter un système au milieu d'une communauté qui ne comprend rien. Qui voit des grosses jeeps arriver, qui voit des avions atterrir, déjà habillés d'une certaine manière, avec des jaquets, tout ça, et ils ne comprennent rien. Et les gens ont peur. Et les gens ont peur parce qu'ils voient des visages qu'ils ne connaissent pas. Et ce qui est vraiment dramatique dans ça, c'est que ce qu'on se rend compte, que par exemple, je donne un exemple, pour la coordination. Il y a une masse qui vient de Kinshasa, qui vient s'installer à Beni. À Beni. À Bunia. Oui. Et les gens disent, mais ces gens viennent faire quoi? Oh, ils viennent faire la coordination. Mais oui, mais nous avons la division de la santé qui est ici. Nous avons les médecins chefs des zones qui sont là. Et donc, c'est une interrogation qui amène les gens à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça, malheureusement, ça crée une résistance communautaire parce que les gens ne comprennent rien, ils ne sont pas impliqués. On leur dit qu'il y a un danger, mais on ne les explique pas. Deuxième chose qui est assez, qui devrait donner à réfléchir, c'est la situation actuelle de cette zone-là. Dans cette zone, vous savez qu'il y a tout ce qui est avec les ADF. Les ADF. La situation sécuritaire. Sécuritaire, voilà. Un peu plus aussi, on a les M23. Et puis aussi, une autre chose, on a des carrés miniers. Donc, il y a beaucoup de mouvements de gens qui viennent pour exploiter les carrés miniers, qui viennent pour du commerce. Et ça devient donc un ingrédient qui donne un passage, un couloir à Ebola de pouvoir s'étendre. Et qu'est-ce que nous avions prévu? Ce que nous avions prévu, c'est que si on ne faisait pas attention, Ebola va quitter Bunia et va aller vers Kisangani à travers P51 et d'autres zones où il y a beaucoup de zones minières. Et une fois arrivé à Kisangani, il va maintenant aller vers Kinshasa, à travers le fleuve, vers le Maniema, à travers soit la route, soit les fleuves toujours, et on va avoir plusieurs chaînes de contamination. Et je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui. Parce que on a alerté d'abord, par exemple, dans notre 3e publication, nous avions dit qu'il faut faire attention. Il faut créer ce que nous avions appelé, nous, la ceinture communautaire. C'est-à-dire préparer déjà les communautés autour des zones où Ebola est en train de sévir et faire à ce que ces communautés soient préparées à détecter les premiers signes, à avoir un comportement qui bloque. Mais ça n'a pas été fait. Jusqu'à ce que Ebola est arrivé à Kisangani. Et quand Ebola est arrivé à Kisangani, nous avons produit notre rapport pour dire qu'il faut faire attention. Donc même au niveau de Kisangani. Il faut faire attention. Parce que Kisangani n'est pas assez outillé, assez préparé. Il n'y a pas assez d'acteurs humanitaires préparés pour ça. Il faut réagir vite. Et nous avons à ce moment-là mobilisé notre réseau des acteurs locaux qui étaient là, qui ont commencé à faire un certain nombre de choses et ils ont commencé à informer. Mais maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, Ebola, le problème n'est pas que les virus, mais les problèmes, c'est aussi notre comportement dans la riposte. Alors, qu'est-ce qui nous revient du terrain, par exemple? Aujourd'hui, on dit, pour être un acteur engagé dans la riposte, il faut être certifié. Pour être certifié, il faut remplir un formulaire qui va être décidé à Kinshasa que vous êtes certifié ou pas. Si vous n'avez pas la certification, vous n'intervenez pas. Or, le volet communautaire est fait par les acteurs locaux qui comprennent, qui sont dans la communauté et qui parlent aux familles. Parce qu'il y a ce que nous avons appelé le temps communautaire, c'est le temps où le premier cas arrive. Et c'est la famille qui voit que mon frère est malade, il a des signes bizarres, et c'est le voisin qui détecte, et c'est à ce moment-là qu'il faut agir. C'est ça qu'on appelle temps communautaire. Et ce temps ne peut être détecté et géré que par les acteurs de proximité qui sont de première ligne. Alors, avec l'absence d'implication de ces gens, ça devient que le premier cas, il arrive à se diffuser sans que ce qui pouvait l'encadrer ne soit là. Parce qu'aujourd'hui, pour certifier, on ne voit plus tellement les capacités qu'on apporte, mais on voit l'argent. Aujourd'hui, on dit pour certifier, vous devez démontrer que vous avez $100 000 pour pouvoir intervenir. Mais les acteurs locaux n'ont pas besoin d'argent. Ils ont l'expertise. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent comment parler aux familles. Ils savent comment alerter le plus rapidement possible et amener dans les schémas. Donc ça, c'est un premier problème. Ce qu'on remarque, c'est que la coordination hyper centralisée et avec la duplication, c'est un facteur important qui retarde la riposte et qui devient pratiquement une dissémination. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ce qu'on a dit, l'accès au financement. Il y a un problème. Il y a un problème pour l'accès au financement. Vous voyez aujourd'hui, nous on s'est plaigné et on a fait beaucoup de plaidoyers pour dire il faut donner de l'argent aux ONG nationales, des premières lignes, aux acteurs qui sont là,
aux associations communautaires parce qu'ils doivent développer des mécanismes de sensibilisation, ils doivent mettre en place des approches. Mais aujourd'hui, j'ai été dans une réunion où je me suis senti très mal. Très mal. Très mal. Parce que j'ai découvert qu'on faisait beaucoup de plaidoyer pour l'argent, mais en fait, le problème n'est pas l'argent. Aujourd'hui, on a une réunion avec des hautes autorités des OMS et ils nous ont dit en quittant de la réunion, retenez 3 choses. Pour Ebola, le problème, ce n'est pas l'argent. C'est quoi le problème alors? Parce que les plans de riposte avaient demandé 242 millions de dollars, mais on a mobilisé plus de 400 millions. Alors, on a financé les plans avec plus de 330 millions, alors qu'ils avaient besoin de 240 millions. Donc, on a hyper financé, mais le premier constat, c'est que 33% de ces financements n'est pas traçable, déjà. Et alors que... Ici au Congo? Oui, ici au Congo. Donc, entre Kinshasa et le terrain. Alors que toutes les lignes sont hyper financées, mais quand même, les approches ne voient pas les moyens pour mettre en œuvre le travail. Par exemple, je vous dis, il y a des hôpitaux qui manquent de lits. Donc, il y a des malades qui viennent, on dit, tous les lits sont occupés. Il y a des médecins qui se plaignent qui ne sont pas payés. Alors, pour moi, j'ai vraiment eu très mal voir comment nous, on pense que le gouvernement ne fait rien. Alors que le gouvernement a réagi correctement, parce qu'on peut se rappeler que dès les premières heures, le président de la République avait décidé d'un décaissement de 30 millions de dollars, et après 20 millions, donc les moyens étaient là. Et donc, ce qui nous choque, c'est le fait qu'il y a un hyper-financement, et il y a un manque de moyens pour mettre en œuvre la réponse au niveau du terrain. C'est quoi tout ça? Et c'est dramatique. Foi? On ne sait pas, je ne sais pas le dire, mais on s'est questionné. Est-ce que nous sommes conscients que Ebola peut faire plus de morts que le Covid en Europe? Est-ce que nous sommes conscients que si Ebola se diffuse, il sera plus difficile à maîtriser? Nous, déjà, la deuxième semaine, nous avions fait un plan que nous avions appelé Alliance locale de lutte contre Ebola, et nous avions décrit tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour, dans les 3 mois, contenir Ebola. Et là, Ebola était encore dans seulement Ituri. On avait mis des mécanismes pour avoir donc des ceintures communautaires, pour avoir des communautés qui deviennent première ligne. Et on s'est dit, dans 3 mois, on va couper la croissance et on va aller vers la régression. Et à cette époque-là, on avait chiffré ces programmes à 22 millions. Donc avec 22 millions, on était en mesure de contrôler. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec 1 milliard, je doute qu'on soit en mesure de contrôler Ebola. Parce qu'on a raté ce que nous avions appelé le temps communautaire. Donc le temps là où le premier cas est détecté et les communautés organisent une réponse autour de ces cas. Donc on a raté ce temps. Et on est en train de les rater dans chaque étape. Parce que si on avait la ceinture communautaire, ça pourrait permettre chaque fois qu'un cas arrive, par exemple aujourd'hui un cas arrive à Kinshasa, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que les Quinois sont préparés? Il n'y a que des alertes là. Il y a que des alertes. Est-ce que les Quinois sont préparés que si vous avez un cas qui arrive, voici ce qu'il faut faire, voici comment vous pouvez vous regrouper, voici qui va intervenir en premier, qu'est-ce qu'il va faire? Je doute, parce que nous avons des membres ici à Kinshasa qui apparemment ne sont pas informés de ce qui se passe. Donc, toutes ces choses-là nous amènent à faire des alertes. Et quand vous regardez dans ces petits documents ici, nous avons fait des recommandations importantes aux autorités. Nous espérons qu'ils les liront. Et là, par exemple, on demande au président de la République de faire de la préparation communautaire une priorité nationale de sécurité sanitaire. Donc, si les communautés sont préparées, ils auraient pu mettre fin à la propagation d'Ebola. C'est la 17e crise d'Ebola en RDC. Et dans les mêmes zones. Donc, si les gens étaient mieux préparés, ils auraient pu rapidement réagir et barrer la route. Et ce qu'on demande aussi, pas que ça, vous êtes interrogé sur ça, c'est en fait de mandater une revue indépendante de la gouvernance de la 17e flambée afin d'identifier les réformes structurelles nécessaires. Donc, déjà dans ce qui est mis en place, on s'est rendu compte que la coordination devient un problème. Il y a pas des coordinations. Coordination. Mais il y a l'argent, mais oui. Coordination. Et les 33% non rétraçables. Non rétraçables. Nous, ce qu'on a eu aujourd'hui comme chiffre, c'est que la coordination, à elle tout seule, c'est 21 millions. 21 millions de dollars qui est affecté à la coordination. Et on peut donc comprendre pourquoi il y a une ruée vers la coordination avec autant de gens. Mais qu'est-ce que ça crée? C'est l'inefficacité, la duplicité des systèmes. Et là, par exemple, un cas concret, on dit, désormais, on met des hubs logistiques où on entrepose le matériel. Et on dit, par exemple, pour sortir une seringue, il faut 5 signatures. Parce qu'il y a d'abord des signatures des locaux, il y a des signatures de ceux qui sont
et ça fait 5 signatures. Et trouver les 5 personnes, quand on en a besoin, ce n'est pas évident. Ce qui fait que vous voyez des médecins qui... Il faut alourdir la machine. La machine est hyper alourdie, donc il s'arrête en fait. La machine s'arrête. Et c'est quelque chose que nous pensons que l'autorité suprême devait regarder. Parce qu'Ebola, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas la grippe. Il y a aussi une politisation dans la riposte. Politisation, peut-être pas. Mais je pense qu'il y a moyen de revoir mieux. Nous avions, dans notre deuxième document que nous avions partagé avec les membres du gouvernement, nous avions déjà dit que la coordination était polarisée. Ebola n'est pas que une question de santé. C'est à la fois une crise sanitaire, mais c'est à la fois une crise sociale et une crise humanitaire. Donc, triple crise. Et donc, quand on associe la coordination à ce qu'on pouvait appeler un seul secteur, qui est le secteur santé, tout va être focalisé sur la santé, ce qui se passe maintenant, et on oublie les volets communautaires, on oublie les volets humanitaires. Conséquence, c'est qu'il y a plus d'impact négatif sur ce qui se passe, et on n'arrive pas à cerner les problèmes. Et là, nous avions proposé que peut-être que la coordination serait mieux qu'il rentre au niveau de la primature, parce que nous avons une structure que nous appelons CNCH, Cadre National de Concertation Humanitaire, parce que là, ça serait plus fédérateur, avec des volets tout à fait médicaux, volets humanitaires, volets communautaires, et avec une coordination qui essaie de voir comment agencer ces choses-là. Ça permettrait d'éviter la polarisation. Parce que, par exemple, nous, les acteurs humanitaires, nous avons notre façon de voir la coordination, notre façon d'analyser les choses, d'anticiper et d'apporter la réponse. Ce n'est pas la même chose que, par exemple, le côté médical pur. Moi, je suis médecin. Donc, c'est que chez nous, médecin, c'est hyper organisé et un peu comme l'armée. Donc, c'est pas du chef de zone à MIP, ainsi de suite. Et vous êtes en collaboration avec le ministère de la Santé? Nous sommes dans la coordination globale. Donc, nous envoyons nos analyses, nous envoyons nos points de vue, nous participons à des coordinations au niveau, comme je vous ai dit, notre structure est nationale. Nous participons à des coordinations au niveau de Bunia, au niveau de Nord Kivu, du Sud Kivu et au niveau de Kisangani. La première réunion sur Ebola à Kisangani a été organisée par nous. Et après la deuxième réunion, il y a la participation du coordinateur spécial Ebola. Donc pour dire que on donne les points de vue, on communique.